Bonjour à toi, c'est Mister G. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit le bruit fractal. Le bruit fractal, ça fait un moment que je veux faire un tuto gratuit là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un outil essentiel d'After Effects. Un outil, en fait, je dirais même incontournable, mais qui n'est pas du tout glamour quand on l'ouvre pour la première fois. D'où ce tuto qui va vous apprendre déjà à le régler de A à Z, parce que déjà, régler le bruit fractal correctement, connaître tous ces paramètres, c'est 80% du travail fait. À partir de là, tout va être uniquement créativité. On verra ça sur mes tutos lab et je vous dis à tout de suite sur l'écran et on découvre le bruit fractal ensemble. N'oublie pas, malgré tout, de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce en l'air. Ça me fera plaisir. À tout de suite. Le bruit fractal, quelle chose étrange. Est-il vrai? Existe-t-il? D'où vient-il? Que fait-il? En fait, c'est un des outils les plus incroyables d'After Effects, souvent négligé, notamment quand on débute, parce que quand on l'affiche, c'est très laid, il faut le dire, mais quand on le connaît et qu'on sait l'utiliser, on en fait des petites merveilles. Et surtout, ça nous sert à faire plein de choses, de l'animation, des formes, des effets, en fait, énormément de choses. Alors, petite histoire, les fractales se retrouvent dans la nature, mais c'est aussi des mathématiques, les fractales, même boudés par les mathématiciens eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce qui est dans la nature peut être fort utile, et notamment pour nous dans le graphisme, mais ça a commencé par la 3D, en fait, au tout début des simulations où les techniciens, les ingénieurs, on va dire, parce que ce n'étaient pas des graphistes, tentaient des simulations et créaient des montagnes point par point dans l'espace 3D en rentrant les coordonnées à la main. Donc je vous parle d'une époque très très lointaine. L'un d'entre eux, je ne connais pas l'histoire parfaitement, a découvert qu'avec les fractales, il pouvait générer aléatoirement des positions de points qui pouvaient se décliner et former notamment des montagnes, mais pas uniquement. Tout doucement, on est allé vers les fluides, vers la construction de tout ce qui se répète. Et dans la nature, beaucoup de choses se répètent. Regardez un arbre qui commence avec son tronc, puis continue avec des branches principales, des branches maîtresses, puis après des branches secondaires, puis après des rameaux, des tiges de feuilles, des nervures dans les feuilles de plus en plus petites. On a ça aussi dans le système sanguin, où on part de nos artères ou nos veines pour aller jusqu'aux capillaires, qui sont des vaisseaux extrêmement fins comme des cheveux. Et puis on a aussi toutes les fleurs, les feuilles, les choux. Le chou romanesco, qui est l'exemple le plus répandu sur Google Images de fractal, mais on a tout simplement, quand on part de l'Himalaya et qu'on descend jusqu'au grain de sable, eh bien la structure de la roche peut être déclinée en passant par la montagne, la colline, le rocher, la falaise, la pierre, le caillou, le grain de sable. Donc on a plein de possibilités dans les fractales pour nous qui sommes graphistes. Et dans After Effects, ça va nous servir énormément en motion design. Et donc le bruit fractal se présente sous la forme d'un plugin d'effet. Ce plugin d'effet a besoin d'un support, on pourrait très bien l'appliquer sur une vidéo, calque de forme, c'est totalement possible, mais la plupart du temps on l'applique sur un solide. Alors on va créer une nouvelle composition et on va créer un solide à l'intérieur à la taille de la composition. Il peut être plus petit, mais nous on va travailler avec un solide à la taille de la compo. On va aller chercher le bruit fractal ici. Et attention, pas vous tromper, il y a le bruit de turbulence, il y a beaucoup de choses, enfin quelques noms dans les effets avec fractal dedans, c'est bien le bruit fractal. Et dans le bruit fractal, nous représente quelques petits nuages comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a dans le bruit fractal? On a, dans un certain ordre, des réglages. C'est ces réglages que nous allons voir. Aujourd'hui, on découvre comment le manipuler. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas compris le bruit fractal, et ça je m'en suis aperçu avec l'expérience, c'est que je l'ai boudé comme tout le monde, ce bruit fractal. Ne vous étonnez pas si c'est votre cas, ce n'est pas une critique, je l'ai boudé comme tout le monde. Mais quoi sert cette horreur? Et en fait, tant que j'avais pas compris comment il fonctionnait, de toute manière, je ne pouvais pas en faire grand-chose. Après, bien sûr, viendront des tutos où je vous expliquerai comment le cumuler avec d'autres effets pour en faire des formes et des motifs répétitifs, bien souvent, mais qui peuvent être très complexes si on devait les faire, bien, par exemple, à la plume, avec l'outil plume en dessin pur. Et donc, on arrivera à cette étape, mais aujourd'hui, on regarde comment le contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un menu de type de fractal. Nous, on va travailler sur le simple. Juste pour prendre connaissance, le simple est parfait, justement parce qu'il est simple. Sinon, bien entendu, on a des modèles, on va dire, donc des types, c'est le nom, de fractales qui nous permettront d'aller vers des formes assez différentes,
Donc on a les turbulents, on a les dynamiques aussi qui ont ce côté un petit peu fluffy. Alors on a torsion dynamique et après plein de déclinaisons comme max, étalé, qui sont souvent des déclinaisons des premiers qu'on a vus ici, simple, turbulent, lisse, dynamique, à l'exception de quelques-uns comme rocheux par exemple, ou terrain qui est en fait un des turbulents qui a eu juste sa luminosité exagérée, etc. On peut avoir fil aussi, ou ficelle ou fil. Voilà. En tout cas, on a quelques motifs, mais si on commence à partir dans les motifs, effectivement, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc on reste sur simple, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le type de bruit. Donc le type de bruit, c'est quoi? On en a 4. On a bloc, on voit tout de suite, c'est des carrés. On a linéaire, qui est donc un motif flou. Linéaire flou, qui est aussi flou, un peu plus contrasté, et spline, qui est très flou, moins contrasté. Alors, nous allons travailler sur bloc. Pourquoi? Parce que vous allez voir que bloc, c'est le fractal originel. Pourquoi je dis le fractal originel? Parce que tout est décliné de blocs. Alors, pour comprendre ça, on va passer par un réglage qui se trouve au centre. On ne va pas les faire de haut en bas, de façon académique, parce que de toute manière, ça ne nous aidera pas à mieux le comprendre. Pour bien comprendre le bruit fractal, on saute directement sur le réglage de complexité qui est sur 6 par défaut, on l'emmène à 1. Qui est sa valeur minimum. On ne peut pas aller en dessous 1. Quand vous passez sur 1, tout de suite, vous voyez que les blocs sont bien des blocs. Ce ne sont pas ces espèces de petits carrés superposés qu'on avait tout à l'heure, mais sont bien des blocs avec plein de niveaux de gris différents qui vont donc du blanc au noir. On voit très bien qu'il y a des blocs noirs et des blocs totalement blancs et plein de niveaux de gris intermédiaires. On verra que tout ça, ça se règle, mais c'est aléatoire, le motif, et ça se réglera avec le réglage d'évolution, mais pour l'instant, nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre 2-3 choses. Si vous repérez ici des blocs noirs un petit peu groupés, là, 2 par 2, comme j'ai ici, j'en ai un vertical, 2 horizontaux. Je ne vais pas aller voir les autres, je me resserre visuellement sur ce pattern-là, et que maintenant, je passe sur linéaire. Vous remarquerez que les 2 patterns horizontaux ici et le vertical ici sont toujours représentés à part qu'ils ont été floutés. Si je passe à nouveau sur bloc, je les revois, ils sont bien là. Maintenant, je ne vais pas passer sur linéaire, mais sur linéaire flou. Je les retrouve toujours. Et d'ailleurs, on voit que à côté est un peu plus petit le carré qui était un peu moins noir, c'est-à-dire un gris qui était peut-être à 90% ou 85%. Et on voit en tout cas que les motifs sont restés au même endroit. Je reviens sur bloc et je vois bien, par exemple, ici aussi, j'en ai un peu plus isolé. Il y est toujours. Et quand je passe sur spline, ça va être la même chose. Ça va être juste beaucoup plus flou, mais j'ai mon motif vertical ici, horizontal, et là, il est très flou, mais il est toujours ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre bruit fractal, nos bruits fractals, nos types de bruit ici, linéaire flou et spline, les 3 du bas, sont juste des déclinaisons du bruit fractal bloc. D'ailleurs, si ici je mets un effet de flou, encadré accéléré, je vais l'augmenter, eh bien, ici, je vais faire un petit instantané, je vais désactiver mon flou et je vais mettre le spline par exemple. Et je vais comparer avec mon image, vous voyez qu'on est très proche, c'est bien. On sera, je pense, entre spline et linéaire flou. Je l'ai fait à l'aveugle, mais on voit bien que mes parties foncées sont bien au même endroit. Et puis bon, le flou que j'ai appliqué n'est peut-être pas le même flou que bruit fractal applique sur lui-même. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne peut pas correspondre, mais je n'ai pas cherché aussi à correspondre. Donc ça prouve en tout cas que c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que le bloc, ici, le type de bruit bloc, sur les autres options, reçoit un flou. Et on verra à quoi ça nous servira après. Alors maintenant, on va passer dans le menu transformation. Le menu transformation est hyper important et hyper intéressant. Et surtout, vous devrez vous rappeler quelque chose, ce qu'il y a à l'intérieur d'un calque qui a toujours un menu transformé, toujours. Sauf sur les calques son. Et sur tous les calques graphiques, on a un point d'ancrage, une position, une échelle, une rotation, une opacité, parce que tout calque graphique a au minimum ces réglages. Et bien ici, on va les retrouver sur le bruit fractal. Alors, c'est quand même quelque chose qui est généré par le plugin. Ces carrés sont générés sur le solide. Le solide leur sert de support, mais ils sont générés. C'est pour ça que, par exemple, si j'active la rotation ici, tout mon ensemble va pivoter par rapport au centre, mais je ne vais pas retrouver, comme si je faisais ici pivoter mon solide, des zones d'espace vide. Vous voyez, puisque c'est généré de toutes les manières par du code, c'est donc généré à l'infini. Si je veux couper mon bruit fractal, il faut que je réduise mon
solide qui est le support. Sinon, je n'ai pas de limite. D'ailleurs, dans le déplacement aussi, ce qui correspond à la position qu'on va voir tout à l'heure, le décalage turbulence, on n'a pas de limite non plus. Pour l'échelle, c'est aussi quasiment la même chose. On n'a quasiment pas de limite à un agrandissement. En réduction, on va pouvoir descendre jusqu'à 1 pixel. C'est tout. Après, un agrandissement, ici, on pourrait se dire c'est maximum 600, mais c'est la glissière. Comme je dis toujours, il faut se méfier des glissières dans After Effects. Elles ont une butée, mais pas forcément quand on clique-glisse sur la valeur ou quand on retape une valeur, par exemple 5000, va être sans problème accepté. Alors ça me fait des carrés tellement grands qu'ils recouvrent la surface de ma composition. Mais si je redescends en valeur, ici on va réapparaître doucement les carrés en niveau de gris. On va en profiter pour agrandir dans les 400 notre échelle. Une petite chose, on a une échelle non uniforme aussi, comme si on déverrouillait le petit chaînon qu'on a ici sur un calque. Alors ici, on n'a pas X ou Y, on a largeur et hauteur, ce qui correspond à la même chose, c'est juste que c'est nommé différemment. Donc ici, par exemple, je peux faire des rectangles soit horizontaux, soit verticaux, au choix. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est que quand je reclique sur échelle uniforme, je reste sur la dernière valeur que j'ai placée en échelle uniforme. C'était bien 403. Donc vous voyez, ça n'a pas modifié. Et ici, quand je rentre en échelle non uniforme, eh bien les valeurs sont conservées aussi. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées entre elles. Je peux en modifier une et pas l'autre. La dernière uniforme restera en mémoire et la non uniforme aussi. Alors j'ai dit la position c'est le décalage de turbulence. C'est un drôle de nom, je sais, mais c'est tout bêtement la position XY. Vous voyez, quand je glisse la première valeur en X, je me déplace à l'horizontale et comme je vous l'ai dit, c'est infini, il n'y aura jamais de bordure. Pareil pour la verticale. Et vous remarquerez simplement que j'ai une petite poignée ici. Donc la petite poignée, quand elle est au milieu, on est sur une compo en HD, donc on est à 960 par 540, effectivement. Alors cette poignée, bien entendu, je peux l'emmener hors cadre, mais sinon, cette poignée peut être utile sur les petits déplacements. Sur les grands déplacements, si on veut partir de moins 10 000 à plus 10 000 à l'horizontale parce qu'on veut que ça défile très longtemps à l'horizontale, eh bien, on ne va pas servir de la poignée. Ou si on utilise une fonction loop qui déplace toutes les secondes de 500 pixels, eh bien entendu, là, on ne va pas utiliser vraiment la poignée puisque c'est le loop qui va faire dans l'expression le déplacement. Alors, le décalage de la perspective, on verra ça plus tard parce qu'il nous faut un fractal, donc une couche supplémentaire pour voir ça. Alors voyons d'abord le fractal. Actuellement, on n'a pas de fractalisation, on va dire ça comme ça, même si le terme n'est pas dans la doc. On n'a pas de fractalisation parce qu'on est en complexité sur 1. Donc on va passer à 1,5 et là vous allez voir apparaître en fait des carrés gris en transparence des carrés originaux. Les carrés originaux, c'est les plus grands. Ceux qu'on voit par-dessus, les petits, sont en fait la première couche fractale qui va arriver à son maximum à 2. Et quand on va partir de 2 vers 3, on va voir une troisième couche apparaître, toujours à peu près 2 fois plus petite. On va voir pourquoi 2 fois plus petite tout à l'heure. Et ainsi de suite. Quand je vais aller vers 4, je vais avoir une quatrième couche, etc. Toujours de plus en plus petit, comme l'histoire des branches de l'arbre ou des vaisseaux sanguins. Alors, on revient à 1,5 et on va passer dans les sous-attributs qui sont en dessous de complexité. Alors, complexité n'est pas un menu, c'est un simple réglage. Sous-attribut, c'est comme transformation, c'est un menu. Donc, il y a d'autres choses à l'intérieur. Je vais refermer transformation pour qu'on ait un peu plus d'espace et que ce soit un peu plus clair. Alors, là aussi, on ne va pas le faire dans l'ordre. Déjà, pourquoi les carrés sont 2 fois plus petits? Parce que c'est la sous-échelle. La sous-échelle, c'est l'échelle à laquelle paraîtront les couches de fractal par rapport à la couche de fractal précédente. Donc, si je me mets à 50, par exemple, qui sera vraiment 50% de la taille originale, on voit que les carrés, d'ailleurs, se centrent parfaitement à l'intérieur des grands et se superposent aussi parfaitement sur la moitié parce qu'ils sont 2 fois plus petits. Et maintenant, quand je vais réaugmenter ma complexité au-delà de 2, on va avoir une superposition qui est mathématiquement toujours à la moitié de la couche qui apparaît. Donc, bien entendu, au quart de la couche originelle pour quand on arrive vers 2, et ainsi de suite. Après, au 8e, si je ne suis pas trop mauvais en maths. Au final, on va faire des choses très graphiques avec ça. Alors maintenant, on revient à 2. La sous-influence, c'est simplement l'opacité de la couche qui va apparaître. Soit elle peut être très légère,
Voilà, là on est à 14% à peu près, la couche fractale qui vient se superposer et donc on va moins encombrer les gros carrés d'origine, soit au contraire on leur donne beaucoup plus de présence que les carrés d'origine. Et donc là, la sous-influence, on peut la faire dépasser 100. Alors ça donne un effet de contraste comme ceci. Sachez qu'on a un réglage de contraste qui va intervenir de façon séparée. Ici, en fait, c'est une superposition. Et donc ça aussi, ça peut nous permettre de créer des formes à l'infini, des formes particulières et avec des couleurs particulières. Donc la sous-influence est très intéressante. Elle est à 70 par défaut. La sous-rotation va tout bêtement ajouter des degrés à la rotation d'origine. Donc notre sous-rotation, en mesure qu'on augmente la complexité, va tout simplement rajouter des degrés sur chaque couche et les faire de plus en plus tourner. Donc c'est quelque chose qui se cumule. Il faut bien comprendre ça. C'est que la première couche, elle ne va pas tourner. Tous les sous-attributs ne touchent pas la première couche. Si on se met sur 1 d'ailleurs, on ne voit rien quand on touche les sous-attributs. Il faut au moins être à 1, quelque chose pour voir une modification. Mais on voit très bien que quand la troisième couche apparaît ici, elle n'est pas dans l'angle de la deuxième couche. Donc je vais mettre 17 degrés sur chaque couche qui va apparaître si je modifie la sous-rotation. On a un sous-décalage. Alors le sous-décalage nous permet de recaler les couches par rapport au carré original. Donc ici, je vais les faire glisser soit vers le haut, soit vers le bas, mais on voit très bien que les couches glissent entre elles. Quant à la sous-échelle, soit elle va fonctionner par rapport au centre, si elle est cochée, quand on va la modifier, soit elle va être indépendante si elle n'est pas cochée. Voilà pour les sous-attributs qui restent quand même des éléments très intéressants. Je vais juste remettre mon sous-décalage à 0. Et tout à l'heure dans Transformation, j'ai sauté un réglage qui s'appelle le décalage de perspective. Décalage de perspective, maintenant qu'on a rajouté du fractal, peut se voir. Décalage de perspective, tout bêtement, quand on glisse ici notre position, à l'horizontale ou à la verticale, ça marche. Décalage de perspective nous permet d'avoir un effet de parallaxe. Vous voyez ici, mon fractal se déplace, enfin tout se déplace en même temps. Voilà, tout est lié. Dès que je coche cette case, ici, j'ai un effet de parallaxe. On voit très bien que les couches petites bougent moins que les couches grandes. Et donc ça donne un effet de profondeur. Ça peut être intéressant de cocher cette case de décalage de la perspective. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.